Lorsque René m'a expliqué qu'un jour ou l'autre il lui faudrait de l'aide plus conséquente à la maison parce qu'il vivait seul, ou que Sylviane m'indiquait qu'elle ne s'en sortait plus avec les courses et jetait beaucoup de nourriture, j'ai pensé il faut un care manager. Donc dans cet épisode, nous allons parler de l'importance du métier de care manager et je vais vous présenter Clara de la société Pommy et vous. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. La vocation de Sweet Papy Podcast est de rendre ces moments agréables, mémorables, pour maintenir notre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Alors avec nos invités, nous parlons de toutes les ressources positives qui existent, des solutions alternatives, des approches actuelles, et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. En cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous, rejoignez le cercle de parole Facebook de Sweet Papy Podcast. La mission de Sweet Papy Podcast est de faciliter le quotidien des aidants et d'accompagner les personnes en perte d'autonomie par le biais de son centre de ressources positives, avec ce podcast que vous êtes actuellement en train d'écouter ou la conférence aidante ainsi que les Sweets ateliers. Mais faciliter le quotidien des aidants, c'est également le métier de care manager, car il ou elle effectue une analyse bienveillante et impartiale de la situation de vos proches. Après avoir fait un diagnostic, le ou la care manager va par la suite proposer une solution adaptée à vos besoins. Que ce soit aux côtés de l'aidant ou auprès de la personne concernée, le care manager va mettre en relation les professionnels adaptés à la situation. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Clara. Après avoir mis en relation la personne concernée avec les professionnels adaptés, elle réalise également un suivi de votre situation pour veiller à votre satisfaction. Je vous laisse l'écouter. Moi, je me suis formée du coup à ce métier-là qu'on va évoquer, d'accompagnement d'aide aux aidants il y a quelques années maintenant, de 2016 à 2017. Donc c'est par le biais d'une licence professionnelle. J'avais à cœur, quand j'ai découvert cette formation, ça a mis des mots sur plein de choses que j'avais perçues sur le terrain lorsque j'étais aide-soignante auparavant. On y reviendra peut-être aussi, mais donc j'étais aide-soignante exclusivement auprès de la personne âgée et je pensais pas aux aidants à ce moment-là. C'était un mot que même nous en tant que professionnels on entendait peu. J'ai souhaité changer de métier tout en étant dans le même univers, aller plus loin. Infirmière ne m'intéressait pas en termes d'évolution professionnelle. Quand j'ai trouvé cette formation d'accompagnement d'aide aux aidants, je dirais pas que c'était comme une révélation, mais vraiment ça a mis de la lumière sur plein de situations et je me suis dit, ok, mais en fait c'est ça que je veux faire. Ça me parle parce que là je veux continuer d'aider les personnes âgées, mais j'ai besoin d'avoir un travail qui me donne un petit peu plus d'impact et ça prenait tout son sens de pouvoir un peu prendre du recul, avoir la situation globale de la personne âgée qui a aussi besoin d'aide et de prendre en considération sa famille. Et finalement de découvrir que la famille au sens large, l'entourage impliqué, a ses propres problématiques quand elle est impactée par la dépendance, la perte d'autonomie d'un de ses proches. En 10 mois, on est formé à ce métier d'aide-soignant qui certes est en bas de l'échelle, mais qui je trouve est d'une humanité incroyable, donne les moyens de bien faire notre travail. Moi j'ai énormément aimé être c'est pas sur le devant de la scène, mais être aux premières loges des gestes essentiels de la vie quotidienne et poser des questions de comment on coupe les ongles de quelqu'un, comment on enfile le pantalon de quelqu'un, comment en fait je fais pour quelqu'un d'autre les gestes que moi je dois faire pour moi et que je fais naturellement et par ailleurs que je fais sans problème, sans limitation physique. Enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment été très très touchée par ces gestes-là qui permettent de fait de repérer plein d'autres signaux qui, dans le travail de chaîne et de hiérarchie, idéalement, doivent être remontés et être pris en charge par les gens qui ont d'autres responsabilités. L'idée, effectivement, de ce métier, on sort quand même du soin, à proprement dit. Enfin, moi, clairement, je ne suis plus aide-soignante, je ne fais plus aucun geste
spécifique à ce métier du soin. Par contre, l'idée, c'est vraiment en tant technicienne coordinatrice de l'aide aux aidants, disons, c'est de permettre à l'aidant de se réapproprier son rôle pour se remettre vraiment au centre de sa situation et de tout ce qu'il organise. Alors après, ça dépend toujours d'où est-ce qu'on part. Peut-être que tu disais, voilà, si tu avais pu faire appel à un professionnel comme moi dès le basculement de ton grand-père, j'aurais été là au moment où rien n'était en place pour travailler ensemble les différentes solutions de ce changement de vie. Parfois, je suis sollicitée. Il y a déjà plein de choses qui ont été mises en place. Par contre, l'aidant est un petit peu perdu dans tous les interlocuteurs, dans son quotidien à lui, le quotidien de la personne qui l'aide, voire des deux personnes qui l'aident. Donc là, l'idée, en gros, c'est de mettre de l'ordre. C'est d'organiser un peu les choses, de mettre un peu de la clarté, et de la clarté aussi sur les priorités de chacun, sur évidemment les moyens, les différentes solutions qu'on peut mobiliser, et d'avoir une vision globale de tout ça. Parce que en fait, ça peut très vite être morcelé. La difficulté de l'aidant, c'est pas qu'il est pas capable, c'est qu'il est impliqué émotionnellement. Et ça, on est tous réduits à la même enseigne. Le jour où ça m'arrivera, j'aurai beau avoir toutes les formations que j'ai, je serai impliquée émotionnellement dans l'aide que j'apporterai à un de mes parents. Donc c'est l'implication émotionnelle qui vient mettre de la difficulté dans la capacité à prendre un petit peu de recul et à ordonner les choses, selon moi. Donc là, l'idée, c'est vraiment effectivement de coordonner les différentes solutions qui seront mises en place ou qui sont déjà mises en place, éventuellement de les améliorer, bien sûr, tant que faire se peut, de faire du lien avec les intervenants qui viennent. Et tout se construit, pour moi c'est vraiment important, tout se construit avec l'aidant. J'ai pas d'idée préconçue de non, ça c'est moi qui le fais et vous faites ça, vous inquiétez pas, vous faites rien, je prends tout en charge. Évidemment, chaque solution ensuite a un coût, puisqu'elle va me demander du temps d'investissement. Vraiment, j'ai à cœur que les familles, elles aient un appui qui soit au plus proche de leurs besoins. Et cet appui, on le construit ensemble. Si c'est juste une aide ponctuelle, c'est une aide ponctuelle. Si c'est un accompagnement plus long, s'il s'agit de faire les dossiers administratifs parce qu'ils n'y arrivent pas, on décide ensemble de qui fait quoi. Il y a plusieurs solutions qui existent aujourd'hui. Ça me paraît primordial pour que chaque personne puisse aller vers celle qui lui correspond. Vraiment, c'est sûr que c'est la compétence principale d'un métier comme le mien. Je le dis un petit peu aussi au travers de Pommier et vous, mais c'est que moi, je veux créer un réflexe. J'ai vraiment envie que les familles qui, tout d'un coup, aident un de leurs proches âgés qui perd de son autonomie, je veux qu'ils sachent vers qui se tourner. J'ai vu que tu avais préparé un kit pour les dents, en fait. Tu peux en parler ? Oui, ça c'est quelque chose qui est venu, je n'y ai pas pensé tout de suite, mais en fait, ça m'a beaucoup parlé. C'est quand même une certaine démarche, évidemment, d'avoir des services payants dans ce secteur. Aujourd'hui, je suis convaincue de tout ça, mais on a à cœur évidemment de montrer que c'est pas la motivation première. J'ai la motivation de gagner ma vie et de gagner ma vie avec un travail qui fait sens. Je trouvais ça important de pouvoir aussi donner quelque chose, d'être dans une aide aussi qui vient un petit peu impulser sans tout commercialiser, si je puis dire. Et puis parce que même si ça me prend du temps de les formaliser, parce que j'ai envie que ce soit aussi agréable à l'œil, etc. Mais en fait, je me suis basée sur tous les supports que moi j'ai utilisés quand j'étais aide-soignante. C'est ça, ce que j'ai trouvé. C'est une très belle idée parce que finalement c'est vraiment des outils indispensables dès le départ, parce qu'on a tellement d'idées dans la tête au départ, on ne sait plus par où attraper les choses. Moi, j'ai trouvé intéressant de les mettre à disposition parce qu'en fait, l'expérience qui a quand même été un petit peu un déclic, c'est que le dernier travail que j'ai fait en tant qu'aide-soignante, je l'ai fait en travaillant exclusivement avec un couple de personnes âgées qui m'embauchaient en chèque emploi service. Et j'ai eu la chance, vraiment, je sais pas, un heureux hasard m'a fait rencontrer cette famille et ça a été une expérience incroyable. Je dis pas que ça a été tout rose tout le temps, loin de là. Par contre, j'étais comme une sorte en fait, j'ai eu des deux casquettes. J'étais officiellement aide-soignante, mais officieusement, j'ai été coordinatrice des aidants impliqués. Donc, les deux filles du couple, plus les petits-enfants. Et là, j'ai pu mettre à profit toute mon expérience d'aide-soignante acquise en institution, parce qu'en institution, c'est pas moi qui les faisais les outils. Mais du coup, je me suis basée sur les outils que j'avais toujours utilisés pour faire le suivi de l'alimentation, le suivi
urinaire quand c'était besoin. Du coup, comme moi, je travaillais à temps plein, il y avait d'autres personnes qui prenaient le relais la nuit et le week-end, mais c'était quand même moi qui étais là principalement. Donc, je savais ce qui avait été porté la veille comme vêtements, je savais ce qui avait été mangé la veille. Enfin, j'avais une vision globale sur la semaine pour éviter à un moment donné qu'on se répète, qu'on fasse aussi du gâchis alimentaire. Enfin, c'est un détail, mais la famille m'a énormément remercié d'avoir ce regard sur leur frigo. On dit, mais avant que vous arriviez, on n'arrêtait pas de jeter des affaires parce que du coup, comme les têtes changeaient tout le temps, personne savait ce qu'il y a. Enfin, bon, je pense que c'est aussi un manque d'attention. À un moment donné, c'est pas compliqué de voir ce qu'il y a dans un bol qui est conservé depuis 2 jours. Mais donc c'est vraiment une expérience qui m'a permis finalement de m'approprier mon expérience d'aide-soignante, de la mettre à profit de ce couple et de leur famille. J'ai voulu réexploiter ça pour pouvoir le transmettre à d'autres et me dire, voilà, vous compliquez pas la vie à faire des plannings ou à essayer de comprendre les outils dont vous avez besoin pour justement tout coordonner. Voilà, moi, je vous les propose et je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient un petit peu jolis et puis peut-être, je verrai au fur et à mesure de comment je complète ce kit, de peut-être faire différents styles. Enfin voilà, ça c'est du petit bonus. C'est la famille qui complète les listings que tu as préparés, par exemple? C'est la famille, c'est l'aidant ou la famille qui complète, c'est pas l'aider forcément. Non, c'est l'aidant ou les professionnels intervenants. Si je reprends une situation comme celle que j'ai vécue quand j'étais aide-soignante au sein de cette maison, du coup les plannings, c'est les plannings, le suivi disons alimentaire par exemple, c'était tous les professionnels intervenants qui le remplissaient. Donc après moi j'avais laissé une petite note un petit peu informative. Il y avait plutôt une bonne coordination entre nous dans les transmissions. Voilà. Après c'est vrai que du coup j'ai insufflé à ce moment-là une organisation et des outils qui est venu un petit peu fluidifier ce qui était déjà mis en place avant que j'arrive. Et ça, c'est les professionnels qui les remplissaient en fonction de ce qu'elles avaient fait du coup dans la journée. Alors, aujourd'hui, il y a quand même tout un mouvement qu'on appelle un peu dans le jargon care management. Voilà, vraiment je pense qu'on est quand même de plus en plus de professionnels du milieu du médico-social, toutes professions confondues, à pointer du doigt que là, il y a un manque de coordination donc pour les familles. L'impact sur les aidants, que ce soit lié à l'âge, handicap, maladie chronique, on en parle de plus en plus, mais il y a un moment donné, il va falloir qu'on dédie un professionnel pour ces familles. Et moi, ce que je revendique, c'est vraiment que je suis là pour la famille. Je prends en compte la personne aidée, bien évidemment. Mon objectif sous-jacent reste le bien-être de la personne qui est en train de vieillir. Ça, c'est mon combat plus global, tout ce qui a trait au vieillissement. Mais je trouve primordial, aujourd'hui, que la famille ait son professionnel. Les situations où on a du mal à trouver des professionnels, et il y a les situations où, par contre, les professionnels sont là, et ça fait 15 passages par jour. Et d'un certain point de vue, on pourrait être content parce que oui, on a des professionnels pour tous les besoins pour lesquels on cherche une solution, et en même temps avoir 15 personnes qui passent à la journée pour la personne âgée, soit peut-être qui voit pas bien, soit qui est confuse, etc. Enfin, c'est plus que pas confortable. Et pour l'aidant, alors là, ça fait quand même un nombre incalculable de personnes à gérer, pourvu qu'ils viennent pas en même temps. C'est pour ça que pour moi aujourd'hui, il est vraiment très important que les familles aient leurs professionnels à eux, qui fassent le lien avec les différents intervenants et qui soient vraiment, quand je parle de réflexe, du coup, une fois qu'on a eu le réflexe de solliciter des professionnels comme ce que moi je propose au travers de Pommier et vous, c'est ensuite d'avoir cet interlocuteur privilégié sur lequel on va pouvoir s'appuyer au gré des évolutions de cette situation d'aide. Voilà. J'ai l'impression que ce métier t'apporte quand même beaucoup. Ça te rend visiblement heureuse de pouvoir créer une société. En l'élaborant, il y a quelque chose de très fort qui est ressorti, et c'est ça, je pense, qui vient animer tout ce que je porte. C'est que c'est extrêmement important pour moi de contribuer à quelque chose. Je dis quelque chose parce que du coup, pour moi, ça peut prendre plein de formes différentes sur la vieillesse, voilà, au sens large. Je trouve que c'est une phase de la vie. Enfin, pour moi, ça répond à une problématique universelle. Voilà, je pense que je fais partie de ces personnalités clairement qui ont besoin de mettre du sens dans les choses. Et sauf que très jeune, je savais pas quel combat choisir parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour que le monde soit meilleur. Bon, l'art à l'initial me paraissait une belle façon de créer les choses, et ça m'a longtemps fait vibrer. C'est encore présent, mais c'est vrai que en découvrant le public des personnes âgées, disons, voilà, un petit peu indirectement, sans imaginer que je serais autant investie, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extrêmement universel. On va tous vieillir.
On peut parler d'inégalité face à la vieillesse, parce qu'il y a plein de déterminants qui font qu'on vieillit pas pareil, mais globalement, qu'on soit blanc, noir, petit, grand, gros, femme, homme, qui qu'on soit, riche, pauvre, on va vieillir. Donc on est tous concernés par ça, et ne serait-ce que parce qu'avant de l'être soi-même, on l'est par ses propres proches qui le sont. C'est vraiment ça qui m'anime, et je pense que j'ai eu de très belles expériences dans mes différents métiers, dans mes différents emplois, et notamment en tant qu'aide-soignante. Mais de fait, j'ai eu je dirais pas des expériences, mais j'ai connu des contextes difficiles. Et moi, en reprenant les études, en me reformant, en voulant aller plus loin, c'était peut-être naïf, mais j'ai envie de croire que je suis aussi guidée par cette naïveté-là, parce qu'elle me permet sur certains aspects, en tout cas, de pas trop me poser de questions. Je ne peux pas faire ce métier si on me met dans les mêmes conditions que ce que j'ai connu comme aide-soignante. Ça n'a aucun sens pour moi. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas de plan B. Si ça marche pas, je le trouverai. Je m'inquiète pas. Pour l'instant, je veux juste me donner tous les moyens pour que ça fonctionne. Mais ce qui fait que je n'ai pas douté, malgré les difficultés, qu'elles soient personnelles ou économiques ou extérieures, parce que c'est clairement pas facile de créer une entreprise et pas non plus avec une pandémie mondiale. Mais c'est qu'aujourd'hui, je vois toute la possibilité que mes valeurs, que mon éthique et que mon professionnalisme soient alliés. Donc, j'ai aucune raison aujourd'hui de m'éloigner de ça, puisque ce que j'ai connu jusqu'à présent et les perspectives que j'ai eues ne m'ont pas autant fait rêver. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est de me lier maintenant à d'autres, pas forcément là au sein de l'entreprise en tant que telle pour que mon entreprise grossisse. J'ai pas pour l'instant envie d'être franchisée ou de me surdévelopper ailleurs, mais en tout cas de créer des ponts entre nous. On est quand même clairement plusieurs acteurs, et ça c'est quelque chose quand même de très beau dans l'entrepreneuriat social, de voir qu'on a envie de faire bouger les choses et là de créer des actions communes. Enfin, c'est déjà en train de s'amorcer avec certains, et rien que de pouvoir aussi participer à ce genre d'échange, ça y contribue. Donc moi c'est ça qui m'anime aujourd'hui, et j'ai envie de le faire que ce soit avec des particuliers, ça c'est vraiment le cœur de mon métier, d'accompagner des particuliers, mais ou que ce soit avec des professionnels en faisant peut-être là plus des formations ou des ateliers, enfin de pouvoir les sensibiliser aussi à comment prendre en compte les aidants, en tout cas au moins comment les comprendre, comment les orienter. Et ensuite, voilà, un volet qui me ferait rêver, ce serait vraiment de renouer avec l'art. Effectivement, je sais pas trop comment, mais en tout cas, j'ai envie de pouvoir aborder ces sujets sous différents axes, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on va sortir un petit peu du côté rigide du social et du regard stigmatisant qu'on porte sur l'âge. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai aussi créé Instagram pour faire un pas de côté et me permettre aussi des temps un petit peu différents avec ma petite... on le verra pas sur le podcast, mais ma petite Paulette. C'est Élixir de vieillesse. Voilà, Élixir de vieillesse pour Instagram, un nom que ma communauté a choisi. Voilà, je trouvais important aussi que les gens qui me suivent, bon, au début ils étaient moins qu'aujourd'hui, mais puissent choisir le nom du compte où j'allais parler. Voilà, évidemment, je parle aussi de mon travail et j'ai pas de raison de m'en empêcher, mais en tout cas, j'avais à cœur de pouvoir questionner la vieillesse. Et ma vieillesse, j'ai envie de pouvoir parler de mes rides, de pouvoir... Et moi donc voilà, enfin, de me dire, on m'a diagnostiqué de l'arthrose précoce. Enfin, qu'est-ce que ça fait à un moment donné d'avoir la trentaine et de faire de l'arthrose? Et c'est pas juste l'arthrose parce que le mot, c'est l'arthrose parce que du coup parfois j'ai du mal à déplier le genou. Ça, ce qui m'empêche pas de faire du ski, de la rando, du vélo. Enfin, donc c'est comment allier, encore une fois, je reviens presque à ça en fait, mais toutes ces petites contraintes sans qu'elles nous empêchent à un moment donné de faire un maximum de choses qu'on souhaite, de concilier nos différents rôles. Et puis d'accepter cette phase de la vie qui nous pend tous au nez, voilà, que nos corps changent, que nos vies changent et que un jour ça s'éteigne, mais qu'on aide ceux qui sont avant nous dans cette étape de la vie à la finir dignement. Que dirais-tu à Clara quand elle avait 15 ans? Si tu pouvais. Je lui dirais qu'elle pourrait prendre certaines choses en main plus qu'elle ne le croit, en tout cas. Et que la colère que j'ai pu avoir face au fonctionnement de certaines choses, une colère qui était de l'ordre ça devrait être autrement. Mais du coup, c'est comme si j'étais tellement en colère que je faisais rien pour que ce soit autrement. C'était juste... et devenir entrepreneur... Et je dis pas que c'est la solution pour tout le monde, vraiment pas. Mais en tout cas, disons au sens large, d'entreprendre quelque chose, je pense qu'il faut transmettre ce message
à la fois plus tôt et à la fois de façon plus optimiste dans le fait que ce soit possible, parce qu'il n'y aura pas un jour où tout roulera bien. Je ne dis pas ça par pessimisme, mais je pense que chaque génération et chaque époque aura son lot de défis à surmonter et de projets à mener. Et probablement qu'à 15 ans, j'avais la naïveté de penser que, entre guillemets, un monde parfait pouvait exister, et j'étais très en colère qu'il ne le soit pas. Et je n'ai pas imaginé que moi, je pouvais être partie intégrante d'un changement. Alors, pour terminer cet épisode, je voudrais vous signaler que Clara a été mon invitée dans la conférence aidante le 16 novembre 2022, où elle a échangé avec des aidants et d'autres professionnels du secteur sur la nécessité de mettre en place rapidement un ou une care manager dès les premiers prémices de la perte d'autonomie de nos proches. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver à travers le replay en vous abonnant au podcast ou en nous écrivant directement. Nous vous ferons parvenir avec plaisir directement le lien du replay. Alors en attendant de recevoir une nouvelle invitée, je voudrais vous rajouter un autre petit extrait de notre interview avec Clara qui pointe du doigt l'importance de nos services de santé, de notre système de santé et de tous les acteurs du bien vieillir qui œuvrent pour le bien-être de nos proches. Alors n'hésitez pas à me passer vos commentaires sur ce que Clara nous indique et surtout restez bien en ligne avec nous à travers le Sweet Papy Podcast pour écouter le prochain épisode où nous recevrons la présidente de l'Association française des aidants. À bientôt. Je trouve qu'il y a vraiment des choses à reconsidérer. Le service public n'est pas gratuit. Le service public, il existe grâce à nos impôts, grâce à une solidarité nationale, et tous les services publics pour lesquels on est remboursé en grande partie, voire à 100%, ont un coût. Et je trouve aujourd'hui qu'il est primordial qu'on connaisse le coût des services qu'on ne paye pas grâce à notre système. Et quand des initiatives sortent de ce système, parce qu'elles ne trouvent plus leur compte au sein de l'institutionnel. Mais voilà, les professionnels qui sortent de ce système, c'est pas eux qu'il faut pointer du doigt. Enfin, clairement, on est en service à la personne. Pour moi, c'est totalement évident. Voilà. Et ça devrait pouvoir rentrer dans ce dispositif du crédit d'impôt. Est-ce que c'est parce qu'on considère que c'est pratiquement un nouveau métier? Un peu comme animatrice à domicile, j'ai fait un épisode sur ça. Est-ce qu'on considère qu'animatrice à domicile et venir stimuler nos aînés et passer 3 heures avec eux, à les faire marcher, etc. Ça, c'est un service à la personne. Est-ce qu'il faut attendre d'évoluer un petit peu et que ça rentre un peu plus avec ton métier à toi de technicienne coordinatrice de l'aide psychosociale de l'aidant? Impressionnant quand même comme dénomination. Oui, ils nous ont pas aidés avec voilà. ce métier-là. Mais bon, il y a quand même tout dans tous ces mots. Merci d'avoir écouté cet épisode où la parole est portée par le cœur. Au-delà du podcast pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées dans ce moment complexe, nous vous proposerons très bientôt des solutions concrètes et de participer à des ateliers optimistes et inspirants spécialement conçus pour vous. Ça sera l'occasion de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Alors pour vous inscrire et suivre toute notre actualité, il vous suffit de nous envoyer un mail à sweetpapypodcast@gmail.com.